Et tout de suite, nous retrouvons le best-of des émissions qui ont été enregistrées lors du 100e anniversaire des éclaireuses israélites de France. Du 28 au 31 juillet, Radio Judaïque à Strasbourg était partenaire du 100e anniversaire des éclaireurs israélites de France. Nous étions sur place à Cussac-Fort-Médoc, près de Bordeaux. Et nous avons interviewé un panel de personnalités et de personnes intéressantes. Nous vous faisons découvrir un petit best-of. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce que les EI t'ont appris pour aujourd'hui vivre ta vie d'entrepreneuse, pardon? Alors, c'est une très longue histoire parce que moi j'ai et je sais. Donc moi j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune puisque j'avais 19 ans, j'ai monté une marque de vêtements donc qui s'appelle Cœur Paris. À l'origine, je brodais dans ma chambre et j'étais encore animatrice aux EI quand j'ai commencé. Et ça, de fil en aiguille, c'est allé assez rapidement. Et la petite entreprise que je faisais dans ma chambre est devenue une entreprise avec des salariés, etc. Les EI m'ont apporté énormément puisque donc moi j'ai fait des études mais assez courtes puisque quand on démarre l'entrepreneuriat à 19 ans, on n'a pas eu l'occasion de faire des tonnes et des tonnes de choses. En revanche, les EI m'ont apporté beaucoup, que ce soit en termes de management, en termes de relations avec son équipe, etc. Quand on est ZADEC, quand on est animateur, etc. Donc ça m'a énormément apporté. Ça m'a également apporté beaucoup de choses en termes de recrutement. J'ai pu travailler avec des prestataires, évidemment des EI, etc. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Vous nous avez dit la chaleur humaine de toutes ces années. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour ce 100e du mouvement des EI? Comment est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Il est vrai que je ressens un certain bonheur et je suis fière d'être EI parce qu'on le transmet de génération en génération et c'est une éducation. Et en définitive, ici, j'ai beau chercher, mais je rencontre plus personne parce que malheureusement la plupart sont décédés. Mais ça m'empêche pas d'en parler. J'ai apporté des photos. Je remets des noms sur toutes ces photos, des visages. Pour moi, ils sont présents. En France, quelles sont les actions qui sont menées justement? Et par rapport, Victor, vous êtes responsable Europe. En France, est-ce que vous êtes en avance par rapport à d'autres pays d'Europe concernant les actions menées par rapport au fonds? La communauté juive française est très sioniste et très proche d'Israël. Elle s'est aussi rendue compte qu'en faisant un don à Magen David Adom, on fait un don pour quelque chose de très concret, de palpable. Notamment, je voudrais parler quand même de ces donateurs strasbourgeois et alsaciens qui nous écoutent parce qu'ils ont financé plusieurs ambulances, ils ont financé la construction de la nouvelle Banque nationale du sang en Israël qui est sous l'égide du Magen David Adom. Et je crois au fond qu'ils soutiennent aussi des gens dont on salue vraiment le travail parce que certes, ils travaillent, mais c'est des bénévoles. Et en Israël, on a 30 000 bénévoles mobilisés vraiment chaque jour de l'année, jour et nuit, pour sauver des vies. Et c'est des gens qui, quand ils sont sur le terrain, donnent sur leur temps de vie de famille, sur leur travail. Donc, je crois aussi que c'est ça qui donne le supplément d'âme à cette organisation. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est la plus grosse organisation bénévole juive au monde, Magen David Adom. Donc voilà, c'est une vraie fierté. Et ce qui est aussi une fierté, les EI, on le sait aussi, vous êtes, ce sont les scouts juifs, mais ouverts sur le monde, ce qui est notre cas aussi, puisque Magen David Adom sauve des vies en Israël, certes, mais sauve des vies aussi à travers le monde. Quelqu'un a un incident, n'importe quoi, vasculaire ou autre, à un endroit, vous savez très précisément qui est autour, les gens sont avertis tout de suite et les personnes les plus proches y vont, en fait. C'est du secours un peu hiérarchisé. L'appel se fait sur le 101. Les 7 secouristes les plus proches de la victime arrêtent ce qu'ils sont en train de faire et partent à l'adresse de la victime pour donner les premiers soins. Ils peuvent être en vélo, certains peuvent être en voiture, etc. En même temps, les motos médicalisées partent et les ambulances partent, ce qui fait que en moyenne, je crois, les premiers soins sont donnés en Israël par Magen David Adom en, je crois, 2 minutes, même pas 3 minutes, 2 minutes 45 secondes. On est là, on voit un mouvement de jeunesse qui rassemble toutes les tendances, une communauté plurielle sur un terrain qui va rassembler dans quelques instants 8000 personnes. Quel effet ça vous fait? Qu'est-ce que vous pouvez... quelle réaction vous pouvez avoir en voyant une jeunesse comme ça quand on connaît la communauté française dans sa pluralité? Moi, d'abord, je suis époustouflé de voir que il y a cette profondeur au fond du judaïsme français qui s'exprime sur ce terrain. Vous avez 30 ans d'histoire juive de France à travers l'histoire des EI
qui se retrouvent ici. Vous avez le judaïsme français dans toutes ses composantes, évidemment religieuses, sociales, éducatives, mémorielles, qui sont présentes aussi à l'occasion de ce 100e anniversaire des EI. Et pour nous, c'est une leçon sur la manière dont la communauté peut cohabiter, se développer, j'allais dire, en interne, ensemble. Et puis c'est une leçon aussi sur le rapport à la France, à la société française. L'histoire des EI, elle est riche d'un développement autour des questions de citoyenneté, dans l'engagement pour les autres, pour une voix juive dans la cité. Et c'est aussi ça qu'on donne à voir à l'occasion de ce centenaire et qui, moi, me touche évidemment en tant que président du CRIF. Déborah, on sait que aujourd'hui, la jeunesse, c'est quand même l'avenir de la communauté juive en France, en Israël, ailleurs. Quels sont les enjeux actuellement concernant la jeunesse juive? Vous êtes directrice adjointe du département jeunesse au FSJU. Quelles sont les actions qui sont mises en place actuellement pour que la jeunesse puisse avoir donner cette implication au niveau de la communauté juive? Alors, je voudrais juste rajouter quelques mots sur ce que disaient Jonathan et Ariel. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que les EI étaient il y a 100 ans, ils sont aujourd'hui, et bien évidemment, ils seront demain. Et ils seront demain, et notre communauté juive de France se trouve ici. C'est-à-dire que c'est ce 100e anniversaire et les EI, le mouvement de jeunesse et les mouvements de jeunesse, l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation informelle, forment des jeunes cadres de demain. Et donc, on en est la preuve tous les trois. On a fréquenté tous les trois les mouvements de jeunesse et c'est un terreau qui est tout à fait propice au fait que les jeunes puissent s'épanouir et se développer. Donc, ce qui est mis en place par Noé pour la jeunesse, qui est donc le département jeunesse du Fonds social juif unifié, c'est un accompagnement des structures, donc des mouvements de jeunesse. Aujourd'hui, Noé, c'est plus de 26 associations qui se réunissent une fois par trimestre pour discuter de toutes tendances, les EI bien évidemment, mais aussi les mouvements chaloutsiques, les mouvements libéraux, les mouvements plus orthodoxes, les mouvements même Chabad, Lubavitch, et ils s'assoient ensemble pour discuter des enjeux et des challenges de la nouvelle génération et comment construire la communauté juive de demain. Sur la jeunesse, puisqu'on est ici sur le terrain du 100e des EI, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes arrivé depuis quelques temps là de voir ces jeunes, ces moins jeunes. On avait tout à l'heure la doyenne des EI qui a 91 ans, qui a une pêche incroyable, dont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants sont encore aux EI. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous en tant que président du consistoire, de voir ce mouvement de jeunesse, l'importance qu'il a pris au niveau de la communauté aujourd'hui, et puis d'être ici tout simplement? Qu'est-ce que vous ressentez? Je suis très heureux. D'abord, c'est la joie aujourd'hui d'être là. Il y a beaucoup de mouvements de jeunesse qui font un travail important les uns et les autres, mais aujourd'hui, en étant là avec les EI, on voit l'histoire de la communauté juive française au cours de ces 100 dernières années. Quand on est président du Consistoire de France, on a cette chance de pouvoir avoir une vision sur les 215 ans de la communauté juive depuis la création du consistoire en 1808. Et donc, quand on s'intéresse à l'histoire de la communauté comme je le fais, évidemment que les EI ont un parcours incroyable de par leur création, par Robert Gamzon en 1923, de par la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est un des sujets sur lesquels je suis très actif aussi au quotidien. Ça fait partie de ma mission en tant que président du consistoire. Il n'y a pas une semaine sans que j'ai au moins un événement autour de la mémoire, de la transmission de la mémoire et notamment de la Shoah. Donc évidemment, quand on sait l'œuvre des EI pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose que toutes celles et ceux qui nous écoutent soit le savent, mais en tout cas ceux qui ne le savent pas doivent se documenter parce que c'est une action qui a été fondamentale pendant la Seconde Guerre mondiale de résistance. Alors il y a une autre part du judaïsme français, mon cher Dan, oui, c'est le mouvement juif orthodoxe qui émerge avec le mouvement juif orthodoxe féminin ou au féminin, et avec nous pour en parler, Judith Tali Trèves-Fitoussi. Vous militez pour l'étude des femmes. Est-ce qu'on pourrait parler d'une révolution? Alors on parle peu de révolution, non, parce que c'est un terme un peu militant qu'on essaye de, on va dire, d'adoucir. Non, on va parler de renouveau. Les femmes ont toujours étudié. Les femmes ont toujours étudié, on va dire à différents niveaux. Je veux juste rectifier. Donc moi, je suis présidente de l'association Ayeka et j'ai cofondé Kollel, qui est un cercle d'études féminin. Très actif sur les réseaux avec un Instagram, des newsletters et une série de cours très importants. Exactement. Et Ayeka, l'association Ayeka est une association moderne. Vous venez d'ailleurs d'ordonner une nouvelle femme rabbin récemment. Oui, tout à fait. En fait, un couple de rabbins, et l'idée c'était effectivement d'employer dans une synagogue un couple qui tous deux avaient un diplôme, tous deux sont rabbins.
pour permettre d'avoir le meilleur leadership possible et de créer la parité. Donc, je suis très jeune et je suis une des minoritaires femmes présidentes de communauté, et c'est un job assez difficile. Et toute l'idée de ce mouvement, c'est d'aider les femmes à travers les textes juifs, à travers la halakha, à s'approprier leur religion, à s'approprier leur tradition, et de les pousser derrière à prendre des places dans le paysage du judaïsme français. Alors, qu'est-ce qui vous a justement poussé? Vous le disiez, vous êtes très jeune, vous êtes entrepreneur également, vous êtes très présente sur la communauté digitale, dans la tech, vous êtes représentant d'une nouvelle émergence, d'une nouvelle manière peut-être de fonctionner ou d'imprégner son judaïsme. Comment est-ce que votre positionnement a été accueilli par les institutions traditionnelles? Alors pour le moment, on va dire en off, très bien. On se rejoint en fait sur une idée qu'on partage tous, c'est l'importance du limoud, qu'il soit pour les femmes ou qu'il soit pour les hommes. L'importance du limoud pour s'approprier les textes, pour comprendre notre tradition, pour aller de l'avant et construire. Et là, on est au 100e des EI, et je pense que le mot construire résonne énormément. Et je vais rebondir aussi sur le mot unité dont a parlé Monsieur le Président du Consistoire de Paris. De France, pas de lapsus. Ces deux mots, ce mot-là de pédagogie, d'éducation, de retour à l'étude, de limoud, et ce mot d'unité résonne fort en fait aux EI, où on est tous là et on se retrouve autour de quelque chose. Et je pense que là on se retrouve. Moi j'ai parlé un peu quand on m'a dit qu'on allait parler de jeunesse. J'ai été j'ai été là tout le Shabbat. J'ai été voir des pifs et des pifettes. J'ai été voir des jeunes anciens, ce qu'on appelle des jeunes anciens, pour leur poser la question. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que doit devenir le judaïsme de demain? Comment est-ce que vous aimeriez qu'il change? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous apporte? Et ce mot-là d'unité est revenu assez souvent. Et il était souvent couplé avec le mot d'engagement et le mot de bâtir. Et je pense que c'est ça en fait. L'idée, c'est que quand on a une idée, il faut la bâtir, et les EI nous ont beaucoup aidé là-dedans. Et l'unité, pour moi, ça passe énormément par le limoud et l'étude, et notamment pour les femmes qui souvent sont plutôt exclues de ces cercles d'études. Alors, Chaim Corsia, on est sur le terrain de Cussac-Fort-Médoc, le 100e des EI. 8000 personnes vont être réunies aujourd'hui ici, des jeunes, des moins jeunes. Qu'est-ce que ça vous a fait de venir sur le terrain de Caen, de voir d'abord cette foule, parce qu'il y a énormément de monde, cette organisation des EI qui est une organisation très scout, et puis toute cette jeunesse finalement qui s'implique, qui s'investit, qui s'engage à un moment où l'engagement chez les jeunes n'est pas forcément quelque chose d'évident. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Vous êtes content de voir ça? D'abord, c'est formidable de voir ce mélange des générations, avec d'une certaine manière le même rêve réinventé, réenchanté, génération après génération. Moi, je vois dans ma petite vie modeste, je suis jamais été aux EI, mais je remercierai jamais assez les EI d'avoir donné le judaïsme qu'elle a pu connaître à ma femme, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont loin des communautés. Et s'il n'y a pas les camps des EI pour donner ce que vous avez appelé à un moment le minimum commun, mais en réalité beaucoup déjà, ce serait une grande perte pour la communauté. Et puis, moi j'ai travaillé avec le grand Massitruc, qui était mon prédécesseur, et qui lui a toujours revendiqué son héritage des éclaireurs. En gros, cette capacité de vivre une vie fun avec des valeurs profondément juives. On oublie que le fun, la jubilation de la vie, elle est profondément juive. Et je vous dis ça quelques jours après Tisha B'Av, le 9 Av, où on dit le 9 Av, juste quelques jours après, c'est Tou B'Av, le jour où les gens se rencontraient pour faire naître le futur. Moi, je trouve que ici il y a une sorte d'augure du futur qui est porté par la joie, le bonheur de se retrouver et l'engagement. On va commencer par vous, si vous me permettez, Ilana Circurel, députée européenne. Donc, effectivement, vous l'avez dit, vous avez été animatrice, vous connaissez bien le métier de la radio et surtout cet investissement citoyen qui fait que vous êtes là aujourd'hui, également en tant qu'ancienne. En quoi c'est important d'être là justement pour vous aujourd'hui? Oui, alors le mot animatrice aujourd'hui, il rime surtout avec animatrice EI, puisque j'ai été bâtisseuse. Après, j'ai un tout petit peu pris de recul et ensuite je suis revenue pif et j'ai été animatrice. Donc c'est extrêmement émouvant d'être ici, et j'ai deux de mes filles, l'une est animatrice et l'autre était clé. Donc je suis extrêmement heureuse de les retrouver et de les voir
à reprendre le flambeau de cet engagement. Alors, est-ce que justement les ZEI ont-ils influencé sur votre engagement? Est-ce que dans votre métier, dans vos métiers divers et variés, vous êtes également avocate, est-ce que cela a influencé au quotidien et encore dans notre transmission à vos enfants? Quand on réfléchit à d'abord ce que c'est que l'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement? Oui, qu'est-ce que c'est vouloir transformer le monde, et donc c'est d'une certaine manière imaginer la réalité autrement, la faire partager par les autres, et ensuite réussir à fédérer les énergies positives pour que ça devienne une réalité. Merci beaucoup Ilana. On va parler d'engagement également avec vous Patrick Lugman. Cet engagement, vous l'avez chevillé au corps dans votre profession, dans vos investissements communautaires et institutionnels, que ce soit au comité de soutien de Yad Vashem pour la France ou également dans vos actions quotidiennes pour la justice. Est-ce que les EI ou tel que l'investissement que vous voyez chez vos enfants ici, comment est-ce qu'ils vous motivent et qu'est-ce qui aujourd'hui vous avez envie de leur transmettre? Moi, je suis là pour réparer un regret. Je fais mon propre retour vers le futur ou vers mon passé. Moi, j'ai commencé à militer à l'UEJF. Et ce qu'on a fait à l'UEJF à l'époque, il y a une vingtaine d'années, avec Yonatan Arfi qui est là et qui est aujourd'hui président du CRIF, on l'a fait grâce et autour de gens qui étaient souvent des anciens EI. Et on a réinvesti à la fois le champ civique, citoyen, à partir de la communauté juive. On l'a fait évidemment fraternellement avec Ilana, qui étaient d'autres anciens militants de l'UEJF, qui eux venaient des EI. Donc moi j'y ai pas été, mais tout ce que j'ai accompli était avec et je dirais irrigué par les EI. Donc j'arrive aujourd'hui pour la première fois, mais l'apport des EI à la vie juive et à la vie donc citoyenne et communautaire est, je pense, incomparable. Ce sont les EI qui ont mené la plus importante action de sauvetage des Juifs par des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est essentiel, évidemment. Et parmi les actions citoyennes, l'urgence climatique est au cœur des problématiques actuelles, plus que jamais aujourd'hui. Anne Baer, vous êtes experte en développement durable. Évidemment, on fait le lien très facile avec les EI, avec les scouts. Est-ce que aujourd'hui, le pari est réussi pour le mouvement en termes de sensibilisation et d'action mise en place pour prévenir et pour s'adapter à l'urgence climatique actuelle? Les mouvements scouts, de manière générale, sont associés à la nature, vivent en osmose avec la nature, mais on s'est rendu compte qu'au fil du temps, on n'a pas échappé au côté commercialisation, changement des habitudes et des modes de vie. On n'a pas échappé au téléphone portable, on n'a pas échappé au plastique. Il y a une prise de conscience qui est partie des parents d'enfants qui rentraient de camp et qui racontaient tout ce qui avait pu s'y passer, et des parents qui étaient sensibilisés au développement durable parce que eux-mêmes anciens EI, donc ça nous passait vraiment au-dessus de la tête. On pensait pas qu'il y avait un problème de tri des déchets, un problème de surconsommation au niveau des camps. Et donc il y a eu une mobilisation de certains animateurs, certains jeunes, ils sont venus me trouver il y a 3 ans en tant qu'expert développement durable, pour les aider à mettre en forme des bonnes pratiques qui puissent être déclinées pour toutes les fonctions d'encadrement, les intendants, etc. Pour exemple, je renverrai, Nathan Lévy était là il y a un instant, mais je renverrai à une action qui est menée en harmonie avec le Conseil national des EI, qui fait office de conseil d'administration, à savoir l'établissement d'un amendement pour le minimum commun. On est ici, il y a des milliers de gens maintenant. Alors hier, on disait, avant-hier, plutôt vendredi, on disait des centaines. Là, on a des milliers de gens. On attend 8000 personnes sur le terrain. Comment vous vous sentez ici? Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, c'est une récompense de voir autant de jeunes et aussi de toutes les générations qui viennent sur ce momentum et qui vient dire que avec toutes les valeurs du scoutisme, du judaïsme, on peut se retrouver sur un moment de partage, de lien social, de nostalgie au sens le plus positif. Et on est ravis, nous, d'accompagner ce 100e anniversaire. On est aussi content de voir que les EI répondent à beaucoup de questions que se pose la société. Sur les repères, sur les valeurs, sur le lien à l'autre, sur l'harmonie à la nature, et que globalement, c'est un mouvement qui brasse énormément de ces faits qu'on voit dans les colos où on se pose la question de savoir si c'était mieux avant, si la problématique de la diffusion des valeurs juives ou d'Israël était plus ou moins imprimée dans la psyché des animateurs ou des enfants. Là, on se rend compte de manière assez simple et assez
finalement assez instinctive, qu'on a fait un beau boulot, que les EI ont fait un travail formidable, longitudinal, et on sent surtout ce que dit Jean-Charles, la promesse, c'est-à-dire que j'attends aussi à l'issue de ce grand rassemblement, peut-être pas un livre blanc ou un livre vert, mais peut-être aussi une promesse qui est de se dire à l'horizon 2030 ou 2040, qu'est-ce que vont faire les EI face aux défis contemporains de l'inclusion, de l'écologie, de la solidarité. Voilà, c'est un rassemblement qui doit aussi porter à mon humble avis une promesse qui est de se dire ce mouvement va agir pour les générations futures et va mécaniquement accompagner une classe d'âge. J'en ai vu des tout petits ici et les voir grandir et se dire que dans 10 ou 15 ans ce mouvement aura participé à la transformation sociale de la communauté juive et de la société, c'est un des challenges et je suis persuadé qu'il sera relevé. Alors, on peut remarquer, Edwige Chekroun, je m'adresse à vous. Je sais pas si c'est une problématique où je pense qu'il y a énormément de ponts et de choses en commun, mais il y a un gap entre l'éducation d'un enfant israélien et l'éducation d'un juif français en France. Quels sont les éléments fédérateurs finalement? Comment on combine tout ça? Je vais vous dire que nos enfants israéliens ont une formidable capacité d'adaptation. Nos enfants qui sont élevés en permanence dans cette double culture, cette double appartenance, trouvent leur place à la fois dans la société israélienne comme parce qu'eux ils sont scolarisés en Israël et également au sein des EI puisque c'est une jolie danse entre des valeurs qui peuvent partager des choses qu'ils apprennent et puis ce franc-breu en fait où ils s'y retrouvent puisque dans les maisons franco-israéliennes on vit en franc-breu. Le fait de nous aussi en tant que parents, le fait que nos enfants soient quelque part bercés par une certaine culture qu'on a eu, la culture des EI, qui passe 3 semaines en France. Voilà, je viens il y a 5 minutes de rencontrer mes filles qui ont eu la chance d'être 3 semaines sur un camp. Et elles m'ont dit bonjour maman dans un français parfait, ce qui est formidable pour des petites israéliennes. Et ça aussi, ça permet aussi de quelque part la conservation du lien avec les grands-parents, avec la famille, et ça permet d'avoir du lien dans ce sens pour ne pas être en rupture totale. David Sultan, c'est quoi l'état du mouvement aujourd'hui et surtout quelles sont les ambitions que vous avez pour la suite? Alors le mouvement est en croissance assez extraordinaire. Puisque on fait aujourd'hui, on a à peu près 250 participants à nos activités régulières, au mini-camp, au camp d'été, au camp d'été en France, en Israël, ou bien même les camps PIF qui sont déroulés cette année en Espagne et au Portugal. Donc on a vraiment tout un travail qui a été fait dans les dernières années de structuration, de professionnalisation, de regroupement sur nos valeurs éducatives, énormément de formation en partenariat notamment avec les Tsofim. Les Tsofim qui sont ici aujourd'hui avec nous, les scouts israéliens. On a une mishlachat, on a un envoi de 60 Tsofim, une délégation, merci, de 60 Tsofim qui sont avec nous. Ma première question va venir tout de suite pour Mathias Orviac. En quoi est-ce important la présence du mémorial de la Shoah ici et qu'est-ce que l'on attend justement de cette journée, de ce week-end incroyable au travers de toute cette jeunesse? Alors évidemment, le mémorial de la Shoah se devait d'être présent pour représenter, se devait d'être présent au sein de ce rassemblement du plus important mouvement de jeunesse, de la jeunesse juive en France, pour pouvoir parler de l'histoire de la Shoah, de la transmission de l'histoire de la mémoire de la Shoah à cette jeunesse active, vive, qu'on entend effectivement dans toute sa joie d'être réunis aujourd'hui. Est-ce que les jeunes sont toujours aussi sensibilisés à l'histoire de la Shoah ou est-ce que c'est plus compliqué maintenant parce qu'on s'éloigne, parce que finalement on perd un peu le fil? Non, je pense qu'au contraire, les jeunes sont peut-être même encore plus sensibilisés aujourd'hui parce que les programmes, notamment les programmes d'histoire, laissent une place importante à cette histoire. Et puis évidemment, c'est le rôle du mémorial de la Shoah aussi de faire cette transmission à travers ses activités pédagogiques, à travers les voyages d'études dont je m'occupe en particulier. Merci beaucoup Mathias déjà pour ces premières informations. Je me tourne maintenant vers Julien Darmon. En quoi est-ce important pour vous aujourd'hui d'être présent et comment est-ce que cette transmission dans l'histoire et du judaïsme et du scoutisme finalement des EI est importante pour vous, quoi? C'est très important parce que on fête le 100e des EI et le 100e des EI, c'est un événement qui ne concerne pas seulement les EI, qui est un anniversaire absolument fondateur
pour les Juifs de France et qui est un événement très important dans l'histoire de France tout court, parce que on l'ignore souvent, mais les EI ont joué un rôle majeur dans l'histoire de France, pas que dans l'histoire des Juifs de France. Contrairement à ce qu'on s'imagine souvent, le judaïsme français n'est pas du tout moribond à cette époque-là. C'est un judaïsme très bien installé, très bourgeois, qui a très bien réussi, mais qui s'endort un petit peu sur ses lauriers, et il va y avoir l'arrivée depuis surtout la Première Guerre mondiale, de beaucoup de réfugiés juifs d'Europe orientale qui vont un peu réveiller conscience juive française. Et parmi les acteurs de ce réveil juif, il y a Robert Gamzon et il y a Edmond Flegg. Et ils vont créer les EI, et le projet des EI, c'est à la fois de participer à ce mouvement mondial du scoutisme et de redécouverte, de découverte tout court de la valeur de la jeunesse et de l'engagement de la jeunesse, mais aussi de marier un esprit juif qui implique aussi un esprit sioniste, qui implique un esprit républicain, qui implique un esprit de contact avec les textes de la tradition et d'engagement dans la cité de tout ça. Et ça va se traduire comment? Ça va se traduire pendant la guerre, parce que contrairement, on parle de la mémoire de la Shoah, ce n'est pas seulement une mémoire des victimes. Les Juifs n'ont pas été que des victimes de la Shoah, ça a été des acteurs de la résistance à Vichy, de la résistance au nazisme, de la résistance à l'occupation, et les EI ont été des acteurs majeurs de la résistance spirituelle des Juifs, du sauvetage des enfants et de la résistance armée. Je vais commencer tout de suite avec Ella Levenson. Tu as 24 ans, EI, chef de camp au célèbre Bufo, le groupe GL, le GL de Bufo. Tu t'en reviens à l'instant même, il y a quelques heures à peine, de Chypre, où tu as participé à la conférence mondiale du scoutisme pour représenter les institutions et guides de France. Et en quoi c'est important pour toi déjà d'être ici maintenant, évidemment en tant qu'ancien EI, et surtout qu'est-ce que le scoutisme et qu'est-ce que c'est les EI pour toi? Alors, ça a toujours été important pour moi de garder, comme j'ai une responsabilité qui est nationale et internationale, c'est quand même hyper important de savoir pourquoi on le fait et qui ça impacte. Le fait d'être là, ça, avec 8000 personnes, mais surtout 4000 jeunes qui étaient sur les camps, des éclés, des BAD, des PIF, et donc vivre cette fraternité internationale, pour moi, c'est incroyable, et leur faire vivre à travers des programmes et des événements, c'est ça qui m'intéresse dans cette mission. Et donc, c'est particulier d'être là juste après un moment très formel, très organisationnel de conférence où il n'y a pas de jeunes, où c'est plutôt des décisions d'adultes entre guillemets qu'on prend, de retourner sur ce qui est vraiment le terrain, les jeunes, les cris, l'ambiance, les EI comme on l'aime quoi, dans son essence. Je trouve ça incroyable. J'aimerais aussi avoir, Anne-Claire, tes impressions, ton ressenti. Qu'est-ce que c'est pour toi le scoutisme et comment est-ce qu'on peut comparer ou complémenter les guides et scouts de France avec les EI? C'est une ambiance assez magique et c'est toujours magique ce type d'événement. En fait, c'est historique au-delà d'être magique. On parle des centenaires, du centenaire des EI. Ça représente non seulement un événement là, ce jour, aujourd'hui, mais en fait, ça représente toute l'histoire d'un mouvement et ça représente la suite et les perspectives. Et c'est ça qu'on ressent dans l'ambiance qui est quand même assez inoubliable quand on regarde un peu chez les EI, la manière de chanter, la manière de vivre ces événements. On en parlait tout à l'heure en off, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je suis super heureuse de pouvoir vivre ça parce que c'est quand même quelque chose de très fort. Merci à toutes et à tous, c'était le best-of des émissions enregistrées par Radio Judaïka, partenaire du 100e anniversaire des éclaireuses et éclaireurs israéliens.